Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Murengue-Rantouali, qui est née avec une malformation cardiaque. Dans son Rwanda natal, il était impossible qu'elle obtienne les soins dont elle avait besoin. C'est donc grâce à l'employeur de son père qu'elle a pu avoir une intervention chirurgicale au Kenya. Pour donner au suivant, à l'âge de 17 ans, Sandrine a mis sur pied la fondation Vivo Crowe qui sauve la vie d'enfants rwandais. Bonjour Sandrine. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à Vivement les femmes et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie ce matin de me recevoir. Ah, ça fait plaisir. Donc, Sandrine, ça va être assez convivial parce que je veux vraiment pousser plus loin la connaissance de votre personne parce qu'on vous voit un peu partout sur les médias sociaux, Google et tout ça. Donc, maintenant, j'aimerais savoir d'abord qui était Sandrine à son enfance et surtout à la découverte de la maladie, la cardiopathie. Absolument. Je peux peut-être vous raconter ce que mes parents me racontent parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mm-hmm. Alors, on a découvert ma cardiopathie à l'âge de 4 ans. Jusqu'à l'âge de 4 ans, j'étais un enfant chétif. Je jouais pas beaucoup avec les autres enfants. Mm-hmm. J'étais très renfermée. Et puis, au moment, en fait, de mon diagnostic, on s'est rendu compte que c'est des symptômes des enfants, c'est des symptômes clés, en fait, des enfants qui souffrent de ces maladies cardiaques congénitales-là. Oui. Il y a comme un manque de développement social avec les enfants du même âge. J'avais arrêté de grandir à un certain point, je prenais plus de poids. Mm-hmm. Ça commençait à devenir un peu plus grave que la norme des enfants qui avaient ces maladies cardiaques congénitales. Donc, il y a vraiment une différence clé entre l'avant de l'opération et l'après, parce que juste après mon opération, peut-être même pas 5 mois après, je courais partout, j'étais l'enfant la plus sociale, vraiment, je participais à toutes les discussions qu'il y avait autour de moi, donc on voyait vraiment que les symptômes de la maladie avaient aussi commencé à affecter la Sandrine que j'étais. Mm-hmm. Donc voilà, je vous dirais que c'est les seuls souvenirs que j'ai selon les discussions que j'ai avec mes parents du avant et après. En fait. OK. Et puis, vous habitez maintenant le Québec depuis plusieurs années. D'abord, pourquoi les parents ont choisi le Québec? Alors, ils avaient quelques choix en tête. Je pense qu'ils avaient pensé aux États-Unis, par exemple, et à la Belgique. Oui. Je dirais que le facteur le plus important, c'était la langue. À ce moment-là, tout le monde parlait français. Donc, moi et mes parents, on parlait français. Donc, c'est sûr que les États-Unis, c'était un peu notre troisième choix. On a pris le temps d'aller visiter la Belgique au tout début. Oui. Et puis, on s'est rendu compte qu'en termes de valeurs de société, c'était un petit peu plus éloigné que ce qu'on connaissait. Et puis, je crois que, moi et ma mère, on est arrivés en premier ici. Et puis, on s'est sentis un peu directement comme chez nous. Oui. Donc, c'est là où on a vraiment fait le choix. On s'est arrêté sur le Québec. Et puis, mon père nous a rejoints par la suite. Par la suite. Oui. OK. Donc, si on revient un petit peu encore en Afrique, donc, à ce moment-là, lorsqu'on a fait le diagnostic, comment ça s'est fait? Je veux dire, parce qu'on sait que c'est l'entreprise de votre père qui a payé les frais. Comment ça s'est fait à ce moment-là? Ce qu'on vous a raconté, hein? Oui, absolument. Ouais. Alors, ça a pris, comme je vous ai mentionné, ça a pris 4 ans. Ouais. C'est-à-dire que même l'infrastructure pour avoir des diagnostics clairs, elle n'était pas nécessairement là. Donc, ça a pris 4 ans. Je suis allée de spécialiste en spécialiste. Puis, c'est finalement, à l'âge de 4 ans, où il y a un cardiologue, en fait, qui avait été à l'école à Kigali, qui nous a dit, je peux pas vous donner le diagnostic exact, mais je peux vous dire que c'est une maladie cardiaque congénitale. Puis, je peux aussi vous dire, malheureusement, qu'il n'y a pas d'infrastructure ici. Non seulement d'infrastructure, mais il n'y a pas de cardiologue qui opère. OK. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a mis sur une liste. À ce moment-là, si je me souviens bien, on était 148 enfants à avoir ce type de maladie cardiaque congénitale. Et puis, ce qui arrivait pour ces enfants-là, c'est qu'à chaque année,
Il y a des équipes humanitaires qui viennent d'autres pays, qui viennent opérer. Ils restent entre 4 semaines et 8 semaines. Ils opèrent le plus possible. Mais on s'entend que, vu qu'il n'y a pas l'infrastructure nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'opérations, c'est pas tous les enfants sur cette liste qui reçoivent les soins nécessaires. Donc, il faut attendre quasiment l'autre année. Puis malheureusement, c'est sûr qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas attendre aussi longtemps. J'étais vraiment sur le bas de cette liste. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se creuser la tête. Puis le cardiologue nous a dit, c'est sûr qu'il y a une deuxième option, mais qui est vraiment pas l'option pour tous les parents, c'est de prendre sur vous les frais, d'aller dans un autre pays, puis d'aller faire opérer votre enfant où il y a l'infrastructure. Le pays le plus proche où c'était possible pour nous, c'était le Kenya. Okay. Mais c'est sûr que c'était des frais exorbitants. Oui. Puis c'est vraiment avec le temps que je pense que l'employeur de mon père a commencé à voir qu'il y avait même un problème dans la manière dont il travaillait. Puis bon, petite histoire entre parenthèses, on lui a demandé qu'est-ce qui se passe parce qu'ils étaient habitués de sa performance dans l'entreprise. Puis il a mis tout sur la table, puis l'employeur a dit écoute, ça n'a pas de sens, là, on va vraiment prendre en charge tout ça. Puis c'est vraiment cette chance-là qui a fait en sorte que j'ai pu recevoir cette chirurgie. OK. Puis vous venez d'une famille nombreuse, est-ce que vous... Alors, c'est moi et mon frère. On est 2 enfants. OK. Oui. Mais vous êtes la seule à avoir eu Exactement. Cette maladie. Exactement. OK. Alors, donc, vous avez immigré au Québec avec la famille réunie après quelque temps. Depuis cette immigration, j'ai vu que vous étiez retourné au Rwanda en 2019. C'était aussi... pour accompagner la gouverneure générale, Julie Payette. Donc, c'était une mission, je pense. Vous allez nous expliquer c'était quoi dans le cadre de cette mission. Mais ce que je voulais aussi savoir, est-ce que c'était la première fois que vous retourniez au Rwanda en 2019? Oui, c'était la toute première fois. Donc, il y a quand même eu un choc parce que ça faisait à peu près plus que 12 ans. Oui. Donc, quand je suis retournée, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas reconnues. Le Québec, c'est un peu devenu un endroit familier pour moi. C'est chez moi. La plupart de mes années, en fait, formatrices, je dirais, je les ai passées ici. Donc, de retourner au Rwanda, il y a eu beaucoup de chocs, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai reconnues qui, ici, souvent, je cherche en termes d'identité. Quand je suis retournée dans mon pays, ça a vraiment solidifié les choses des fois que je cherche ici. Alors, en fait, on y est allé. La mission, c'était le renforcement des relations Canada-Rwanda. OK. Puis, je suis allée dans le cadre, en fait, on recherchait des jeunes leaders rwandais, qui étaient au Canada, qui avaient fait une différence, puis qui avaient aidé, en fait, à tisser un pont entre le Rwanda et le Canada. Puis, ça tombait très bien parce que c'est à partir de Vivo Corée, qui est vraiment une fondation canadienne, que j'ai pu aider les enfants rwandais. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que moi, j'avais été invitée comme ambassadrice. Oui. Vous êtes une enfant après le génocide. Quand vous y êtes retournée, on sait que le Rwanda a beaucoup changé, mais vous avez pu aussi constater peut-être cette cohésion plutôt d'une population? Oui, absolument. On y est allé, en fait, c'était extraordinaire. On a pu assister à la cérémonie, en fait, annuelle pour la commémoration. Puis ça a été vraiment spécial pour moi parce que non seulement je ne l'ai pas vécu, mais je pense que j'étais trop jeune pour les cérémonies auxquelles mes parents ont assisté quand on était encore au Rwanda, pour comprendre un peu le pourquoi, le comment. Donc, c'était la première cérémonie que j'assistais en personne et que j'arrivais vraiment à comprendre le pourquoi de la cérémonie. Puis, c'était aussi très spécial parce que c'était avec des Canadiens qui avaient eux aussi été au Rwanda à un certain point. Plusieurs d'entre eux, en fait, avaient vécu le génocide, mais moi, je ne l'avais pas vécu. Donc, il y avait cette espèce de lien très spécial avec des gens qui l'ont vécu, mais qui sont peut-être pas rwandais. Moi, qui est rwandaise, qui ne l'a pas vécu, mais qui, pour la première fois, comprend cette cérémonie de commémoration-là. Donc, ça a été un moment très spécial pour moi. Puis, je pense que de ce voyage-là, c'est le moment clé pour moi que j'ai retenu.
Je poursuis ma discussion avec Sandrine Murengue-Rantoili, fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Creuret. Alors, Sandrine, à 17 ans, vous avez fondé Vivo Creuret, qui est une fondation qui vient en aide justement aux enfants en attente d'une opération. Donc, expliquez-nous là, comment ça vous vient quand même à 17 ans, c'est très jeune. Oui, c'est pas venu à 17 ans, c'est venu un petit peu plus tôt. Oui. J'ai partagé l'idée à mes parents, je pense que je devais avoir 14 ans à ce moment-là. Je l'ai partagé à ma mère d'abord, puis elle a dit « OK, c'est un super projet, tu veux faire tellement de projets, puis il y en a que tu finis pas. Donc, viens nous revoir si jamais à 18 ans, tu y penses encore. » Oui, oui. Fait qu'à l'âge de 17 ans, juste avant mes 18 ans, je suis revenue sur l'idée. J'ai dit « Ben maman, je veux toujours faire ça. » Elle a dit « OK. » Puis là, on a vraiment passé les étapes aussi de la création d'une OSBL parce que c'est pas non plus simple. On a trouvé un notaire, on a créé la fondation, puis c'est à ce moment-là que ça s'est, je dirais, plus corsé parce que j'avais l'idée, mais là, après ça, il fallait comprendre, OK, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, il va falloir que tu aies des partenaires, il va falloir que tu aies une personne clé à Kigali avec qui tu as un contact. J'étais complètement, j'avais pas, en fait, ce lien-là avec Kigali parce que ça faisait longtemps que j'étais au Canada, puis j'étais pas retournée. Mes parents étaient retournés, mais moi, j'y étais pas retournée. Je savais pas c'était quoi la situation en termes de cardiologie au Rwanda. Je savais pas si ça avait changé. Oui. Donc, ça a commencé avec une idée que j'avais à 14 ans. On l'a pas prise au sérieux au tout début. Puis, à 17 ans, presque à mes 18 ans, c'est là vraiment que j'ai décidé de fonder Vivo Creuret. OK. Puis donc, dans la mission exacte de la Fondation? Oui, absolument. C'est de venir en aide aux enfants rwandais qui sont nés avec une maladie cardiaque congénitale, soit en offrant... en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance les voyages pour ces enfants-là. On a des partenaires en France, en Angleterre, à Barcelone, en Égypte aussi. On finance, en fait, leurs voyages vers des centres d'accueil cardiologique dans nos pays partenaires. OK. Puis la chirurgie est complètement gratuite. Donc, on s'est arrangé avec nos partenaires pour faire en sorte que la chirurgie, les soins post-opératoires, les soins avant l'opération, en fait, tout l'accueil est gratuit pour l'enfant et son parent accompagnateur. Vraiment, la clé, c'est que l'enfant puisse se rendre dans ce centre-là. Puis, c'est ce que nous, on finance, en fait. OK. Donc, alors, vous avez des bénévoles? Oui, exactement. Toute l'équipe est bénévole. Est bénévole. Ouais. Puis, l'enfant, lorsque il arrive avec ses parents... dans le pays qui l'accueille, ce sont des familles bénévoles. Comment est-ce que c'est l'hôpital qui paye? Oui, exactement. Donc, en fait, dans les centres d'accueil, on a l'hôpital. Oui. On a l'équipe, en fait, de notre partenaire dans ce pays-là. Puis aussi, en fait, c'est des espèces de programmes. C'est vraiment bien. C'est des parents qui accueillent ces familles-là. Et puis, ils restent avec l'enfant, tout dépendant en fait, du besoin de l'enfant. Il y a des enfants qui ont besoin de 2 à 3 semaines pour récupérer. Il y a des enfants qui vont rester là pendant 2 mois. Okay. C'est des familles d'accueil dans ces pays-là qui vont accueillir cet enfant avec son parent accompagnateur pour pouvoir, en fait, non seulement loger l'enfant, mais aussi l'intégration. Des fois, c'est les premiers voyages de ces enfants-là et ces parents-là. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir une famille qui vit là-bas, qui puisse les accueillir pendant ces 2 à 6 semaines-là. Et puis, c'est un programme de bénévolat de ces parents-là, ces familles-là qui accueillent ces enfants-là qui, depuis, je dirais, des décennies, même avant que Vivo Creuret soit fondé. Donc, ça roule. L'enfant arrive, il est accueilli à l'hôpital, il est accueilli par, en fait, nos partenaires. Puis, après la chirurgie, ben, tout simplement, les parents et l'enfant vont dans leur famille d'accueil respective. Wow! Puis, tout ça, c'est financé donc par la Fondation Vivo Creuret. Oui. Puis, c'est quoi les activités de collecte de fonds? Comment que vous faites pour ramasser de l'argent? Oui, alors on a commencé au tout début par des concerts bénéfices parce que quand j'ai fondé la Fondation, oui, il y avait cette mission-là, mais il y avait aussi ce questionnement de, OK, ayant été un enfant qui a eu cette chance-là, qu'est-ce que je peux redonner que j'ai de plus beau dans ma vie? C'est quoi le cadeau que je veux offrir? Puis c'était tout simplement la musique. J'ai appris le piano depuis que je suis arrivée ici. Et puis, je trouvais que je voulais faire passer ce message par l'art, parce que l'art a toujours été très important pour moi. C'était, en fait, je dirais que l'art, ça a été la première chose au Québec qui m'a permis de m'intégrer, non seulement de m'intégrer, mais de m'épanouir aussi. Donc, je voulais absolument que ce message passe à travers l'art aussi. Donc, on a au moins un concert bénéfice en moyenne par année, où je joue, il y a des artistes qui jouent. On a aussi des campagnes privées, donc on a des partenaires privés. On a quelques partenaires, en fait,
sponsoring, en fait, qui vont parrainer le financement de 1 à 2 enfants par année. Donc, on a un peu ce mix-là, concert-bénéfice, partenaires privés, puis sponsors qui vont prendre en charge 1 à 2 enfants par année. Puis, alors vous dirigez tout ça? Alors, j'ai une équipe. J'ai une équipe, bien sûr, parce que ça ne peut pas se faire en une personne. J'ai une équipe, tout le monde est bénévole. Donc, on a bien sûr un conseil d'administration, mais j'ai aussi une équipe exécutive. Okay. Et on a quelques contacts, bien sûr, au sein des équipes, en fait, de tous nos partenaires avec qui il y a toute la coordination pour chaque enfant qui part. Mais du côté de Vivo Corée, en fait, on est tous bénévoles. Bénévoles, c'est ça. Puis si quelqu'un veut contribuer à la fondation, c'est quoi? Tout simplement à travers notre site internet, www.vivocorée.com. Vous allez pouvoir voir vraiment tout le cheminement de la fondation. Puis, il y a toutes les informations des enfants qui partent cette année, de ceux qui sont partis des années précédentes. Et puis, tout simplement, vous avez en fait le choix de la manière dont vous voulez donner. Mais il y a aussi la possibilité d'être bénévole aussi. Parce que pour nous, c'est sûr qu'il y a la contribution pour le cœur, mais il y a aussi la contribution en termes de temps et en termes aussi de raising awareness, comme on dit en anglais. Oui. C'est très important pour nous. Puis c'est la première chose que je voulais faire avec cette fondation ici au Canada, parce que je m'étais rendu compte qu'ici, c'est des opérations qui prennent même pas 30 minutes, mais on n'a pas, en fait, connaissance de tout le processus que ça prend dans un endroit où il y a pas, en fait, cette infrastructure-là. Donc, à travers notre site Internet, je dirais que c'est la manière la plus simple. OK. Puis, parce que lorsque c'est arrivé pour vous, il y avait 148 enfants sur la liste, c'est ce que vous nous avez dit, mais comment que la Fondation choisit les enfants? Est-ce qu'ils sont choisis aussi? Alors, je dirais oui et non. Là, c'est la réponse la plus courte, mais on travaille en fait avec un cardiologue à Kigali qui a ses patients, tout simplement. Puis nous, en fait, on finance ces patients qui peuvent, en fait... Il y a un processus de sélection, bien sûr, pour les patients qui peuvent se rendre au pays. Parce qu'il y en a il faut absolument qu'on les opère directement. Et ça, souvent, c'est les équipes humanitaires qui sont déjà à Kigali. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ces équipes humanitaires-là ne restent pas longtemps. Donc ça, c'est pour les cas urgents, en fait, les cas qui ne peuvent même pas voyager. Ensuite, il y a les cas qui peuvent voyager. Et puis, c'est à travers ce cardiologue-là, en fait, qu'on a la chance de sauver des enfants. Donc, ce n'est pas nous qui les choisissons, bien sûr, parce qu'on n'est pas sur le terrain. On est vraiment en collaboration étroite avec des cardiologues à Kigali. Puis, les enfants qui sont opérés et tout, est-ce que vous gardez un lien ou... Oui, à travers le cardiologue. Il y a quelques parents qui nous ont réécrit. Ça m'a... Honnêtement, il n'y a rien qui m'émeut plus que ça parce que on dirait qu'on est tellement dans le chaque jour, les petites choses qu'il faut faire pour la coordination. Puis, ça fait quelque chose d'avoir un parent qui nous réécrit 5, 6, 7 ans plus tard, qui envoie une photo puis qui dit « Aujourd'hui, mon enfant, je sais pas, il adore le soccer. » Puis, il est encore capable de jouer au soccer avec ses amis ou son projet, c'est d'aller à l'université. Puis, ça, on dirait que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on a. Donc, on a quelques parents qui nous font signe, mais c'est vraiment à travers le cardiologue. Donc, quand un enfant a, par exemple, un rendez-vous de suivi, on a la chance à ce moment-là d'interagir avec l'enfant, mais à travers le cardiologue, bien sûr. Toujours en compagnie de Sandrine Murenge-Rantwali, fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Corée, une fondation qui vient en aide aux enfants rwandais en attente d'une chirurgie en cardiopathie.
Sandrine, on a parlé beaucoup de la fondation. Je reviens encore, vous ramassez des fonds, etc. Est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires actuellement, financiers ou autres? Absolument. Donc, on est en recherche active à chaque année de nouveaux partenaires. On a eu la chance au tout début d'en avoir quelques-uns, mais c'est quelque chose qu'on veut développer à chaque année parce que, bien sûr, plus les années passent, plus les besoins deviennent de plus en plus grands. Quand on a commencé au tout début, je vous donne un exemple, on finançait seulement, par exemple, le billet d'avion. Mais là, avec le temps, avec un petit peu plus de connaissance de ce qui se passe sur le terrain, on s'est rendu compte que pour certaines familles, par exemple, il y a des besoins additionnels. Il y a des parents qui peuvent même pas se rendre à l'hôpital parce qu'ils sont tellement loin. Il y a des parents qui sont tellement épuisés leurs ressources financières pour que leur enfant ait quelques médicaments qu'ils n'ont même pas les ressources, par exemple, d'aller chercher leur visa, d'aller chercher leur passeport. Donc, on s'est vraiment rendu compte que on a voulu attaquer le problème d'une manière étroite, mais on s'est rendu compte que le problème, il était un petit peu plus développé, un petit peu plus grand qu'on l'avait anticipé. Donc ça, c'est sûr que ça requiert encore plus de partenaires financiers pour pouvoir s'assurer que, en fait, chaque cheminement pour chaque enfant, ils sont vraiment appuyés du début à la fin. Donc, je vous dirais que c'est dans cette optique-là où on commence vraiment à rechercher encore plus de partenaires financiers pour pouvoir s'assurer que pour chaque enfant, bien, on vient vraiment en aide, puis une aide complète. Oui, c'est ça, parce qu'on doit se mettre aussi dans la situation du pays et aussi des villes et tout. Avec tout ça, combien d'enfants vous êtes capable d'aider par année? Alors, depuis le tout début, on a aidé 47 enfants. Wow, ça compte pas cette année. Oui. Cette année, je pense qu'on va pouvoir arriver à 52. Je vous dirais qu'on a une moyenne de 5 à 7 enfants par année qu'on est capable d'appuyer. Donc, alors, c'est pour ça que ça prend des partenaires financiers pour augmenter ça, parce que c'est quand même, ce sont des coûts associés, parce que, comme vous l'avez dit, vous payez l'avion, le voyage, etc. Exactement. Et en plus, parfois, les parents aussi accompagnent et tout. Donc, ça augmente les frais en ce sens. Exactement. Avec tout ça, Sandrine, vous avez fait des études en droit. Je crois que vous avez même un double bac. Puis vous étudiez actuellement au barreau de New York? En fait, j'étudie pour passer le barreau de New York. Pour passer le barreau de New York. Exactement. OK. Alors, pourquoi le droit et aussi pourquoi le barreau de New York? Absolument. Alors, tout d'abord, le droit. Je pense que j'ai toujours eu ce penchant pour le droit. Mon père m'a toujours orientée vers des lectures qu'aujourd'hui, avec le temps, je réalise qui m'ont menée vers ce chemin-là. J'ai toujours eu, en fait, une passion pour ce qui est la défense. Oui. En anglais, on dit advocacy. Et puis, au tout début, j'ai commencé mes études en sciences politiques pendant 1 année. Et puis, je me suis rendu compte que non, c'est pas exactement ça. Oui, je veux comprendre le système, mais je veux comprendre comment défendre. Donc, j'étais vraiment dans la défense des droits. C'est de cette manière... En fait, c'est par cette manière que je me suis dirigée vers le droit à McGill. Et puis, avec les 3 ans, on fait ce qu'on appelle Civil Law et Common Law, d'où le double diplôme, en fait. J'ai compris que où je voulais me diriger, c'est vraiment la défense des droits plus humains. Oui. Le droit international criminel m'intéresse aussi. Et j'ai un intérêt aussi pour tout ce qui est arbitrage dans les investissements internationaux, donc tout ce qui est dispute entre les pays dans le cadre des investissements internationaux. Puis c'est ce qui a mené, en fait, vers ma décision à passer le barreau de New York, parce que je vous dirais que c'est un des barreaux qui est le plus reconnu autour du monde. Puis je dirais que c'est celui qui donne un petit peu plus de substance qu'on veut pratiquer à l'international. C'est une certification qui permet à l'avocat qui a reçu son barreau à New York de traverser un peu les frontières. Donc, c'est un peu de cette manière stratégique dont je me suis dit, si plus tard, je veux pratiquer dans tout ce qui est défense des droits humains, etc., peut-être vaut mieux que j'ai un barreau qui est reconnu presque un peu partout. Le barreau du Québec, j'espère le passer tout de suite après. Oui. Mais j'avais pas l'impression que je pouvais traverser les frontières autant qu'avec le barreau de New York. Oui. Donc, j'ai choisi de faire le barreau de New York en tout premier. Donc là, au moment où on se parle, vous êtes en pleine étude, je crois. Hein? Exactement. Félicitations. Merci. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Alors, pour vous, le mot justice maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Oh là là, ça c'est la question la plus chargée.
La justice, c'est... Mon Dieu, je pourrais parler pendant des heures sur ce mot-là, mais pour moi, aujourd'hui, la justice, on est tous responsables de la justice. Donc, il faut comprendre les liens qui nous unissent. Il faut comprendre le pourquoi par lequel on est unis. Puis, il faut comprendre le comment est-ce que chacun, on est capable d'apporter une certaine justice au sein de nos communautés. Je pense qu'il y a une certaine attente face au droit. On s'attend à ce que le droit soit le seul vecteur de justice, mais je crois que c'est pas vrai. Puis, c'est un peu par cette philosophie que j'ai créé Vivo Corée aussi, parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu m'asseoir puis attendre que ce soit un problème qui soit réglé par quelqu'un d'autre, même si j'avais aucune connaissance au moment où j'ai créé cette fondation. Mais c'est en le faisant, puis à travers l'apprentissage, à travers la volonté d'aller chercher aussi le savoir que j'avais pas pour pouvoir, en fait, faire en sorte que cette mission-là était accomplie, que j'espère qu'on est capable d'apporter une certaine justice. Pour moi, la justice, c'est la rectification de certains droits qui peuvent être, oui, bafoués, mais des opportunités qui sont manquées, soit par les conditions sociales, soit par des choses qui affectent, en fait, certaines communautés qui ne vont pas en affecter une autre. En fait, c'est la capacité de rectifier un peu ces situations-là. Oui, le droit en a la capacité, mais je pense qu'aussi, en tant que communauté, on a une capacité d'apporter cette justice-là. Donc, je dirais que mon message aujourd'hui, c'est ne pas s'attendre à ce que le droit soit le seul vecteur de justice, puis y aller, nous aussi, quand on a la capacité de le faire. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Sandrine Murengue-Rantoili, mon invitée du jour, est fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Corée. Alors, Sandrine, on a parlé du fait que vous étiez en train d'étudier pour le barreau, pour passer le barreau de New York. Avec tout ça, la Fondation et tout, quelles sont vos plus grandes aspirations? Qu'avez-vous envie de faire par la suite? Wow! Dans ce qui est les maladies cardiaques congénitales, j'aimerais savoir à l'intérieur de ma vie, que ce problème n'est plus un problème pour les enfants rwandais. J'espère pouvoir, étendre aussi l'influence de Vivo Corée pour les pays environnants du Rwanda, parce que je suis très bien au courant qu'il y a des pays autour du Rwanda qui ont besoin aussi de cet appui-là. Donc, en partenariat avec, bien sûr, les partenaires qui sont déjà dans ces pays, les cardiologues, j'aimerais faire en sorte que ça ne soit plus un problème, en fait, des enfants qui naissent dans des conditions sociales qui ne leur permettent pas d'avoir accès. J'aimerais qu'il n'y ait plus ce problème, puis que ça ne soit plus une question de barrière financière ou de savoir, ou peu importe ce que ça puisse être, mais qu'il y ait vraiment un droit de l'enfant de pouvoir avoir accès à cette opportunité-là. En termes de droit, je ne vous cacherai pas que j'aimerais me diriger beaucoup vers ce qui est la défense des droits humains. Je pense que ça me tient énormément à cœur. Et je pense qu'il y a quand même un lien à faire par mon cheminement, où je suis née, mes origines, ce qui est arrivé aussi, le fait que j'ai une deuxième chance. Donc, je pense qu'il y a tout ce cheminement-là qui a mené à ces passions-là. C'est ce que j'aimerais faire à travers le droit. Puis, en général, peu importe ce que je vais faire, je pense que pour moi, aujourd'hui, le principe, c'est de me rappeler que j'ai eu la chance de pouvoir continuer ma vie. Il y a des enfants qui ne l'ont pas eu. Puis je veux faire en sorte que ma vie, ça soit un peu une lumière qui donne la chance à plusieurs personnes. Puis que je l'ai passé, en fait, à faire en sorte à ce que le moment où, malheureusement, je vais être rappelée, ben je sais que ma vie va continuer à servir à ça, en fait. Vous êtes très profonde. D'ailleurs, déjà, pour être une lumière, vous l'êtes déjà, vous êtes quand même encore très jeune, vous avez beaucoup à accomplir, à faire, mais c'est déjà en tout cas, les actifs sont déjà énormes quand même. Merci. Une personne d'inspiration. Avec tout ça, je vous pose la question, la famille, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une des seules choses, je pense, qui me permet de rester qui je suis. Je sais, à travers tout ce que j'ai dû faire, non seulement pour la Fondation, à travers mes études,
Je blague souvent que ma famille elle va supporter. Et c'est un anglicisme parce qu'en français, supporter quelqu'un, c'est autre chose. Exactement. Et j'aime utiliser ce mot pour montrer un peu cette image-là. Donc, il m'appuie, mais il me supporte aussi en tant que personne. Puis je pense qu'il y a personne d'autre sur la Terre qui pourrait, parce qu'on voit souvent le devant des accomplissements, mais on voit pas le derrière. Oui. Et je sais pertinemment aujourd'hui que chacun des membres de ma famille a dû sacrifier certaines choses pour s'assurer qu'à chaque étape de ce que j'avais à faire, c'était accompli. Mon frère, par exemple, mon petit frère, je donne des exemples vraiment banals, mais il m'a pas vu énormément en grandissant parce que j'étais à gauche, à droite, dans des conférences, etc. Mais les moments qu'on a ensemble sont très puissants parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mes parents non plus m'ont pas vu parce que j'étais une enfant qui était un peu partout. Tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour qu'on arrive ici. Donc, chacun des membres de ma famille, je sais, a contribué à ce que je sois où je suis aujourd'hui. Puis, il n'y a personne d'autre dans ma vie qui a dû le faire. Donc, pour moi, la famille, c'est non seulement un pilier, mais c'est de me rappeler aussi que dans cette lignée-là, on a tous participé à ce qu'on soit où on est, surtout pour moi. Donc, c'est très difficile à décrire parce que en fait, c'est tout ce que je suis, la famille. Alors, il y a eu ces études en musique. J'ai vu une vidéo où vous jouez magnifiquement le piano. Puis comment c'est arrivé cette décision de prendre... Alors, est-ce que c'est le seul instrument que vous jouez? Pour l'instant, oui. Déjà, c'est énorme. Pour l'instant, oui. J'espère en jouer plusieurs d'autres au courant de ma vie. Ça n'a pas été ma décision. Ça a été la décision de ma mère. Je me suis jamais assise et demandé à mes parents, je veux jouer un instrument. Quand j'étais petite, puis je pense que c'était dû aussi à l'adaptation d'arriver dans un nouveau pays, je vous dirais que j'avais quelques problèmes de concentration à l'école. Et puis, on s'est demandé comment on va faire pour s'assurer qu'elle a un outil pour canaliser un peu l'énergie, parce que j'avais énormément d'énergie, mais je savais pas où le mettre. J'avais pas nécessairement des difficultés scolaires, mais j'avais des difficultés de concentration quand même assez palpables. Je vous donne un exemple, ça m'arrivait de me lever en plein milieu de la classe et d'aller jouer toute seule et de revenir 30 minutes après. Mais c'était très difficile parce que j'avais pas des difficultés scolaires, donc je pense que les profs savaient pas comment approcher le sujet avec mes parents. Mais le problème commençait à devenir quand même assez palpable, puis ça dérangeait aussi les autres étudiants. Et puis ma mère a décidé, OK, on va essayer à travers la musique, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir si on est capable de canaliser un peu cette énergie, puis de faire en sorte qu'elle est redirigée vers quelque chose qui va l'aider aussi à se développer. Je vous dirais que la première année, ça me disait rien du tout. Je voulais pas aller à mes cours. Je trouvais ça compliqué. C'était un autre langage. Je comprenais pas pourquoi j'étais là. Mais j'avais une prof qui était incroyable, qui d'ailleurs était avocate. Et qui enseignait les enfants comme moi de manière bénévole. Après cette année, je pense que ma prof est partie. J'ai commencé l'école, puis il y avait un programme de musique à l'école. Et à ce moment-là, en fait, je jouais solo. Donc, je jouais toute seule tout le temps. J'étais dans mon petit cubicule. Et quand j'ai rejoint, en fait, le programme à l'école de musique, c'était la première fois que je jouais avec d'autres élèves, que je jouais avec d'autres instruments. Puis là, je vous dirais qu'il y a eu comme un déclic. J'ai compris, oh, OK, attends, la musique, elle n'est pas nécessairement supposée être pour toi seulement. C'est une expérience commune. Puis on dirait qu'il me manquait ça quand j'ai commencé. Et dès le moment où j'ai ressenti cette espèce de communauté, c'est là que j'ai compris. J'ai fait, OK, finalement, peut-être que j'aime ça. Puis peut-être que je suis contente que ma mère m'ait forcée à apprendre l'instrument. Puis à partir de ce moment, je pense que ma famille me suppliait, en fait, d'arrêter de pratiquer parce que j'étais tellement dans la musique. Donc, il y a eu comme un 360. Et puis, quand on est arrivé au secondaire, bien sûr, j'ai décidé de continuer. Donc, je faisais... école musique. Donc, j'avais mes cours normaux. Et puis, après l'école, j'avais aussi des cours en musique. Et puis, quand est venu le temps de choisir mon cheminement au cégep, c'était très naturel. J'ai fait un double deck. Et puis, j'ai continué jusqu'à une majeure en musique à l'université. Puis, malheureusement, vu que je devais aller en droit et que c'est très exigeant, mais je ne pouvais pas faire un autre diplôme en même temps. Donc, mes études se sont arrêtées là, mais c'est sûr que je continue la musique parce qu'elle m'a apporté
Je vous dirais qu'il y a même des parallèles aujourd'hui que je fais avec le droit. Puis la musique, si j'avais pas fait la musique, il y a beaucoup de choses en droit que j'aurais pas été capable de faire. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a eu ce déclic-là aussi. Absolument. Et puis, le côté aussi thérapeutique, vous avez... Absolument. Vous l'avez eu. Donc, alors, je viens d'entendre aussi qu'il y a eu un double deck. Donc, double bac, double deck, c'est... Oui. Vous faites tout en double. En deux, oui. Est-ce que vous êtes une infatigable? Comment... Je pense que c'est ça le problème. Oui, hein? On a commencé le piano parce que j'étais infatigable. Oui, oui. Non, j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Je vous dirais que c'est difficile même pour moi de faire une chose à la fois. OK. Puis ça, c'est une qualité, un défaut. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à avoir cette approche thérapeutique de la musique. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment de problème de concentration en soi. Mais je crois qu'il reste quand même un problème de « Ah, OK, je vais ajouter quelque chose parce que c'est le fun. Ah, OK, j'ai encore de l'énergie. » Mais je pense que j'apprends petit à petit avec les années à canaliser, à faire « OK, non, tu vas faire une chose, tu vas le faire de manière excellente, tu vas passer à l'autre. » Et ainsi de suite. Fait que la musique m'a apporté quand même ça parce que on est tellement obligé d'être concentré sur ce qu'on lit, puis en même temps, quand on joue avec les autres, il faut pouvoir... C'est quasiment diviser son cerveau sur ce que tu fais, mais ce que l'autre fait en même temps. Mais ton cerveau n'est pas en deux parties, c'est un tout. Oui. Tu peux pas penser en trois, il faut que tu penses à un tout. Donc, comme je vous dis, ça m'a énormément aidé en droit, parce que les études en droit, c'est quoi? C'est quasiment un bombardement de tellement de choses, puis il faut arriver, dans le fond, à le canaliser. Et c'est pour ça que je dis que n'eût été la musique, j'aurais pas eu cette capacité à l'intérieur de l'école de droit de pouvoir faire ça. Je vous écoute, Sandrine, puis je reviens un petit peu à notre discussion du début de l'émission, de voir que l'enfant que vous étiez avant l'opération, donc un peu en retrait, peur, manque d'énergie et tout ça. Et la femme que vous êtes aujourd'hui, dynamique, persévérante, avec même un peu d'hyperactivité, si on peut dire, avec tous ces trucs en double. Mais c'est de dire comment que cette chance, parce qu'il faut parler de chance aussi, une chance parce qu'il y a eu aussi les gens qui ont aidé, hein, qui ont aidé, mais pour arriver là avec la famille, c'est impressionnant quand même. Merci, merci. Alors, on remercie la vie aussi pour Absolument. Ça. Au micro avec moi, Sandrine Muren-Guérant-Toily, fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Kweri. Alors, Sandrine, je sais que vous aimez, disons, l'écrivaine Maya Angelou, maintenant décédée, justement une citation qui dit « On ne se souvient pas toujours de ce que les gens ont fait, mais qu'on se souvient qu'ils nous ont fait vibrer. » Alors, pourquoi vous aimez cette citation? Puis, d'ailleurs, Maya Angelou aussi. Oui, absolument. Alors, tout d'abord, Maya Angelou, c'est plus que de l'admiration. Elle a traversé tellement d'épreuves, puis à chacune des épreuves, elle a quand même gardé non seulement cet amour, mais cette dévotion pour l'art, puis la croyance qu'à travers l'art, on pouvait vraiment transcender ce que l'humain est capable de faire. Et ça paraît énormément dans ses écrits. Puis je pense qu'il y a une espèce de cheminement qu'elle a à travers son art où on n'a pas le choix de voir la personne qu'elle était, la personne qu'elle essaie d'être, non seulement à travers l'art, à travers Dieu, à travers sa communauté. Donc je trouve ça plus qu'inspirant de pouvoir, même après son décès, comprendre la personne à travers son art. Oui. Non seulement cet élément, mais aussi le fait que ce soit une femme noire aux États-Unis. Je trouve ça très inspirant aussi, la manière dont elle raconte cette expérience comme femme noire dans un pays qui n'est pas nécessairement pour ces femmes noires-là, mais de manière tellement artistique.
c'est très difficile. En fait, il y a quelques livres de Maya Angelou qui sont très descriptifs. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de dessins. En fait, son style, c'est très dessiné de cette expérience-là. Donc, on a vraiment l'impression d'être avec la femme qui est décrite dans chacun des livres, sans nécessairement que ce soit direct, mais ça laisse la place au lecteur, en fait, de vraiment comprendre l'expérience. Pas nécessairement la description, de vraiment être dans le cœur de cette personne à chaque livre. Donc ça, c'est Maya Angelou d'abord. Puis cette phrase, pour moi, elle est très importante parce que des fois, je pense qu'on s'arrête beaucoup à ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis on peut se retrouver à être critique quand on n'arrive pas à accomplir une chose, par exemple, ou quand on n'est pas à l'endroit où on voudrait être, ou peu importe. On trouve toujours des moyens, de toute façon, pour s'autocritiquer, mais ce qui ne change pas, c'est la lumière qu'on laisse où on passe. Mm-hmm. Donc, pour moi, cette phrase, elle me ramène à un principe qui est peu importe ce qu'on arrive à faire à l'intérieur d'une vie, il faut toujours se souvenir de comment on laisse notre trace à travers les cœurs des autres parce que c'est ce qui va rester. Quand tout sera plus là, tout ce qui va rester, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, je pense que c'est un baume pour ces mamans aussi qui, je pense, dans le leadership qui vont arriver. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est l'attaque de problèmes de société. C'est pas très facile. Donc, c'est sûr qu'il y a il y a certaines barrières dans ce cheminement-là. Donc, de toujours se rappeler, OK, c'est pas grave. Même s'il y a une barrière en ce moment, souviens-toi de ce que tu fais, ce que ça laisse comme trace dans le cœur des gens. Donc, c'est plus un rappel pour moi de ce qui est le plus important, en fait. Oui. Vous avez parlé du leadership et le leadership au féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Tout d'abord, le leadership, pour moi, aujourd'hui, vous m'aurez posé cette question à 17 ans, ce ne serait pas la même chose. Mais aujourd'hui, pour moi, le leadership, c'est beaucoup de choses. D'une part, c'est une mission. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas... Je pense pas qu'on est leader pour nous-mêmes. Mm-hmm. On est leader pour quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Puis, à certains points, des fois, on le voit même pas. Ouais. C'est ce qui est plus grand que soi. En effet. On fait juste aller à travers les étapes, puis on se dit, OK, on va accomplir cette chose-là, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus grand qu'on finit par accomplir. Donc, toujours se souvenir qu'on n'est pas leader pour soi, c'est pas nécessairement pour les prix. C'est qu'à travers cette mission, quand on accepte cette mission-là, on se rend compte que c'est peut-être même pas pour toi que tu le fais. C'est peut-être pour la personne qui va voir ce que tu es en train de faire, qui va comprendre, OK, c'est possible. Mm-hmm. Puis cette personne-là, elle va créer sa petite communauté, elle va régler un autre petit problème. Donc, c'est toujours, pour moi, tout d'abord, de se souvenir que le leadership, c'est pas pour soi. Quand ça devient pour soi, pour moi, c'est plus... l'accomplissement de goals, comme on dit en anglais, qui est super, c'est très nécessaire. Puis je dirais qu'à l'intérieur même d'une mission, il y a ça. C'est sûr qu'il y a des tout petits goals, mais le leadership, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est de comprendre à travers nos accomplissements, c'est quoi la chose qui est plus grande que moi. Donc ça, c'est de un. De deux, je pense qu'à travers le leadership, on n'a pas le choix de se transformer nous-mêmes. Parce que quand on décide d'attaquer un problème qui est plus grand que soi, ce problème-là va souvent... il va souvent demander à ce qu'il y ait une transformation intérieure pour pouvoir vraiment arriver à attaquer le problème. Parce que plus on avance dans ce cheminement-là, plus on se rend compte qu'on a besoin d'une nouvelle version de nous-mêmes. Mm-hmm. Que ça soit aller chercher le savoir dont on a besoin, chercher l'aide dont on a besoin parce que, voilà, on n'est pas capable de tout accomplir. Que ça soit vraiment comprendre la problématique, comprendre les éléments des gens qui vivent cette problématique. Mm-hmm. Il y a une espèce de transformation qui se passe à travers ce cheminement-là. Puis pour moi, aujourd'hui, un leadership ne peut pas être réussi s'il n'y a pas, en fait, cette transformation-là. Non seulement ça, mais la conscience que cette transformation-là est nécessaire. Mm-hmm. Troisième élément, je pense que le leadership, quand il est réussi, qu'on y arrive, on amène d'autres personnes avec nous. C'est pas juste la réussite de soi. On se rend compte que OK, je savais même pas qu'il y avait cet élément qui allait vraiment toucher cette personne-là.
Puis elle allait venir me voir. Puis elle aussi, elle allait réussir. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme une espèce d'élévation d'une énergie collective sans s'en rendre compte. Oui. Puis je pense que c'est à ce moment-là où on se rend compte, OK, le leadership, c'était même pas pour moi. C'est ça. On a commencé par moi, mais on s'est rendu compte, c'est même pas moi, c'est plus moi. Mais le moi, il doit évoluer pour pouvoir justement élever cette énergie collective. Donc, pour moi, c'est les 3 axes aujourd'hui pour décrire le leadership. Maintenant, le leadership au féminin, qui est très important pour moi, je dirais que pour moi, le leadership féminin commence pas nécessairement dans la sphère où on rentre en contact avec les conférences, les prix, etc. Oui. Ça vient quand ça va venir. C'est, même quand on grandit, de pouvoir observer les femmes autour de nous. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elles ont accompli? Mm-hmm. Ça a été quoi leur vie? C'est quoi les défis qu'elles ont dû traverser? Puis quand on est capable de faire ça, ça renforce non seulement nos principes, nos croyances, mais le pourquoi. Quand on arrive à cette étape-là des conférences, de pouvoir exprimer le pourquoi de notre leadership-là, ça commence dès le début, des femmes qui t'entourent. Parce que c'est là que tu comprends, OK, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'elles ont fait toutes ces étapes. Fait que moi, j'ai tout ce savoir, non seulement, le savoir-faire, mais aussi le savoir ancestral, ça peut être le savoir religieux, peu importe, mais j'ai tout ce bagage-là qui est avec moi. Mm-hmm. Puis on dirait que ça réveille, ça te fait comprendre, OK, non, t'es capable. T'es capable de l'autre côté. Fait que pour moi, le leadership, il commence là. Toutes les femmes qui t'entourent depuis le début de ton cheminement. Puis après, justement, où on est rendu à l'étape où on a cette plateforme-là, on a cette capacité-là, ben toi, à ton tour, tu te rends compte, attends, il y en avait, mais moi, je continue la lignée. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui vont venir me voir. Fait qu'après ça, le leadership au féminin, ça devient, toi, assure-toi que quand c'est toi, t'as pu faire tout ce que tu dois faire pour que les prochains qui vont venir te voir, parce que là, tu fais partie de la lignée, ben, tu peux leur transmettre quelque chose. Oui. Fait que pour moi, c'est le leadership féminin. Je poursuis avec cette jeune femme inspirante, Sandrine Murengue-Rantwali, fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Koiré. Sandrine, dans la vie, qu'est-ce qui vous motive et puis qui fait que vous ne baissez pas les bras? En tout cas, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on entend, que vous ne baissez pas les bras à la rencontre d'embûches ou autres. Oui. Mon Dieu, ça va être une réponse très longue parce qu'il y a plusieurs éléments. Mm-hmm. Le premier élément, je dirais, c'est toutes les femmes qui sont venues avant moi. Je pense que dans les moments où, justement, on veut baisser les bras, j'ai un rappel, que ça soit ma mère, que ça soit ma grand-mère maternelle avec qui j'étais très proche quand elle était encore vivante. Je vous dirais que je la sens encore des fois. J'ai des moments où je sens qu'elle me dit « Non, tu peux pas, faut que tu continues. » Donc, la présence de ces deux figures maternelles-là dans ma vie, on dirait que même dans des moments où je pense, je suis même pas rendue où je voudrais baisser les bras, mais juste ça me vient en tête, j'y arrive pas parce qu'elles sont là. La deuxième chose, je pense, c'est d'avoir conscience que ma vie va servir à quelque chose. Mm-hmm. Que j'ai déjà, je pense, réussi à faire à travers Vivo Koiré puis que je veux continuer à faire. Donc, peu importe la sphère dans ma vie où je peux sentir à certains moments que, tu sais quoi, ça me dit plus rien. On dirait que Vivo Koiré, ça me rappelle, OK, non, peu importe comment ça se passe ailleurs, ta vie sert à quelque chose en ce moment. Ta vie sert à sauver d'autres vies. Oui. Fait que baisse les bras où tu veux, mais il faut que tu continues ça. Puis le fait de continuer ça me rappelle, non, mais les autres sphères sont aussi importantes parce que c'est elles qui t'ont amené vers ici. Donc, d'une part, les figures maternelles dans ma vie, le rappel de Vivo Koiré qui me rappelle que, en
fait, ma vie doit servir à quelque chose. Puis en termes de droit, je vous dirais qu'il y a toujours cette espèce de voix derrière ma tête qui, pour moi, la défense des droits, c'est élémentaire. Je sais que je dois faire ça à travers ma vie. Comment, je pourrais pas le prédire. J'espère le faire pendant plusieurs années à travers le droit, mais ça se peut que ça se transforme beaucoup plus tard en autre chose. Donc, cette conscience-là que je dois l'accomplir pour les années qui me restent. Peu importe comment je peux me sentir d'un jour à l'autre, il y a cette espèce de savoir qui joue un peu comme... je dis que ça joue comme mon background de ma vie. Défense. C'est très clair. Donc, même dans les moments où c'est beaucoup moins facile parce qu'il y a des défis, je le sais. C'est très profond dans mon être que ça doit être fait. Donc, je dirais que ces 3 éléments-là, c'est les plus marquants. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux qui me tiennent vraiment. C'est ça. C'est important de le dire parce que, oui, vous avez des succès, mais aussi il y a toutes les difficultés qui accompagnent aussi ces succès, du fait que vous ne baissez pas les bras. On a parlé de Maya Angelou tout à l'heure. Donc, vous aimez lire. Pouvez-vous, peut-être que vous allez être aussi autrice à un moment donné, dans vos temps libres. Exactement. Donc, alors, quels sont les livres qui vous ont marqué? Wow, OK. J'aimerais vous en nommer 3. Oui. Je vais expliquer à chacun pourquoi ils m'ont marqué. Le premier, c'est Petit pays de Gaël Faye, qui est un livre, en fait, autobiographique, d'une certaine manière. Il y a un tout petit peu de fiction, mais beaucoup plus autobiographique. Gaël Faye, en fait, c'est un Rwandais qui a vécu le génocide. Et puis, le livre est écrit à travers de ses yeux d'enfant. Donc, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et j'ai trouvé ce livre extrêmement marquant parce que très rarement, on a les témoignages d'enfants qui l'ont vécu, parce que c'est des enfants qui sont devenus des adultes. Et puis, c'est à l'âge adulte où ils ont pu vraiment raconter quand ils peuvent, parce que les événements sont tellement traumatiques que je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent même pas nécessairement raconter ou témoigner. Gaël Faye a décidé de faire son témoignage à travers son jeune âge. Et j'ai trouvé la perspective tellement percutante parce que justement, même dans le droit, quand on pense au témoignage pour ce type de crime-là, on entend très rarement les enfants. C'est vrai. Donc, ça m'a vraiment touchée de lire à travers les yeux d'un enfant puis de comprendre ce qui suit une personne dans l'âge adulte qui s'est passé à l'enfance. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est La vie devant soi, qui est un peu de Romain Gary, qui est un peu dans la même perspective. On suit un enfant traverser un peu, je dirais, la misère. Il est accueilli au sein, en fait, d'une famille d'accueil je pense qu'il y a une 15aine d'enfants. Puis, c'est en fait les chroniques de ces 15 enfants-là, comment ils arrivent à se débrouiller. Ils n'ont aucune figure paternelle ou maternelle. Ils vivent vraiment dans des conditions sociales très difficiles. Encore une fois, je pense que le fait que ça soit une perspective qu'on n'entend pas souvent dans la société, ça m'a fascinée. Le troisième et dernier livre que j'ai en tête, c'est un livre en anglais qui s'appelle « The Sun Does Shine », qui a été écrit par Anthony Ray Hinton. Et Anthony Ray Hinton, en fait, ça a été un prisonnier pendant plus d'une vingtaine d'années qui a été faussement accusé, qui était emprisonné en Alabama. Et à Alabama, il y a encore la peine de mort. Et ça a pris 21 ans, en fait, pour régler son cas. Et puis, en fait, c'est toutes les chroniques de ce prisonnier-là depuis le jour 1 jusqu'à sa libération. Donc, voilà. Wow! Alors, de belles suggestions de lecture pour nos auditeurs et auditrices. Merci vraiment, Sandrine, d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'est très, très inspirant et je rappelle que mon invitée est Sandrine Murengue-Rantwali, fondatrice et présidente de la Fondation Vivo Kwere, qui vient en aide aux enfants rwandais en attente d'une chirurgie en cardiopathie. Alors, pour terminer ce beau message de partage, je vous souhaite vraiment tout le succès, une belle continuation. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la prochaine.